Imaginez une soirée tranquille. La télévision murmure doucement en arrière-plan. Votre père répare méticuleusement un objet ménager cassé qu'il ne coûterait presque rien de remplacer. Ou peut-être votre mère est-elle assise seule à la table, fixant un silence qui lui pèse un peu trop. Quand nous sommes témoins de ces scènes quotidiennes, notre premier réflexe est généralement la frustration. Nous soupirons. Nous les traitons d'entêtés, de déconnectés ou de trop autoritaires. Nous lançons avec désinvolture l'expression « faussée des générations », comme si elle expliquait tout. Mais et si nous interprétions complètement mal la situation? Et si cette obsession de garder de vieilles choses, ce besoin désespéré de contrôle, et cette solitude non dite n'étaient pas seulement des habitudes frustrantes liées au vieillissement? Et si, au lieu de cela, nous étions face aux cicatrices psychologiques invisibles de toute une génération? Nous qualifions souvent la génération des baby-boomers de rigide ou désespérément déconnectés. Quand ils rejettent notre épuisement, quand ils insistent sur le fait qu'un emploi stable et aliénant est préférable à la poursuite d'une passion, ou quand ils entassent agressivement des sacs en plastique et des bocaux en verre, nous levons les yeux au ciel. Nous supposons qu'ils refusent obstinément d'évoluer avec leur temps. Nous pensons que leur comportement est un rejet délibéré de nos valeurs modernes. Mais faisons une pause et prenons du recul un instant. Ce que nous vivons dans nos foyers n'est pas un échec personnel à nous comprendre les uns les autres. C'est une collision profonde et fondamentale de deux systèmes d'exploitation psychologique entièrement différents. Imaginez essayer d'exécuter un logiciel moderne sur une machine construite il y a des décennies. La machine n'est pas cassée. Elle n'est pas malveillante. Elle a simplement été conçue pour survivre dans un environnement complètement différent. Notre système d'exploitation psychologique, programmé à une époque de connexion numérique et d'abondance relative, privilégie l'épanouissement personnel, la santé mentale et les limites personnelles. Leur système d'exploitation a été codé dans un paysage de reconstruction, de travail physique et d'imprévisibilité. Pour eux, la stabilité n'était jamais juste un choix de vie ennuyeux. C'était la seule barrière contre la ruine absolue. Quand nous nous disputons à table, c'est rarement une bataille entre le bien et le mal. C'est un choc entre une génération qui a dû construire le sol, même sur lequel nous nous tenons, et une génération qui essaie d'atteindre le plafond. Pour vraiment les comprendre, nous devons cesser de considérer leurs actions comme une menace pour notre liberté, et commencer à regarder objectivement le monde qui a forgé leur esprit. Pour comprendre ce système d'exploitation, nous devons regarder l'usine où il a été construit. Imaginez grandir dans un monde où l'avenir n'était jamais garanti. Beaucoup de baby-boomers sont nés dans les dures réalités de la reconstruction d'après-guerre, de l'instabilité économique et de sociétés qui se reconstruisaient littéralement de zéro. Dans leurs années de formation, il n'y avait pas de filet de sécurité. Les ressources étaient limitées. Les vêtements étaient rapiécés jusqu'à ce qu'ils tombent en morceaux. Les opportunités n'étaient pas des choses que l'on explorait pour trouver sa vraie passion. C'étaient des bouées de sauvetage que l'on saisissait désespérément pour nourrir sa famille. Dans cet environnement impitoyable, la liberté personnelle et les limites émotionnelles étaient des luxes que personne ne pouvait s'offrir. La survie était la seule mesure du succès. Les psychologues appellent l'impact durable de cet environnement le scarcity mindset, la mentalité de rareté. Lorsqu'un cerveau humain en développement est soumis à des périodes prolongées de manque, qu'il s'agisse d'un manque de nourriture, d'argent ou de sécurité de base, il se reconfigure fondamentalement. Le cerveau apprend que le monde est intrinsèquement dangereux et que les ressources peuvent disparaître du jour au lendemain. Il encode de manière permanente cette peur dans un mécanisme de survie. Ce mécanisme ne s'éteint pas comme par magie lorsqu'ils atteignent enfin la stabilité financière des décennies plus tard. Le traumatisme de la rareté survit à la rareté elle-même. Alors, quand vous voyez vos parents refuser de jeter une boîte en carton inutile, ou quand ils insistent pour manger des restes rassis, même s'ils ont un réfrigérateur plein,
Votre réaction immédiate pourrait être l'agacement. Mais regardez de plus près. Ils ne sont pas seulement têtus ou radins. Ils repoussent instinctivement un fantôme invisible de la pauvreté que nous, leurs enfants, n'avons jamais eu à regarder en face. Pour eux, s'accrocher à ce vieil objet n'est pas de l'accumulation. C'est un micromécanisme de défense contre une terreur profonde et primitive de n'avoir rien. Leur extrême frugalité est simplement une cicatrice laissée par un monde qui a exigé leur jeunesse afin que nous puissions avoir le privilège de vivre dans l'abondance. Mais la mentalité de rareté n'est que la première couche. Si la survie a été leur seule mesure de succès pendant des décennies, que se passe-t-il lorsque la survie n'est plus en question? Lorsque l'hypothèque est enfin remboursée, le garde-manger est plein et les enfants ont grandi. On s'attendrait à ce qu'ils respirent enfin. On s'attendrait à ce qu'ils se reposent. Mais au lieu de cela, ils deviennent souvent agités, irritables ou profondément anxieux. Pour comprendre pourquoi, nous devons nous pencher sur un phénomène psychologique connu sous le nom de Identity Fusion, fusion identitaire. Pour beaucoup de baby-boomers, leur sens de soi n'est pas séparé de leurs devoirs. Ayant grandi à une époque qui exigeait d'immenses sacrifices, ils ont appris à effacer complètement leurs désirs individuels. Ils n'ont pas seulement un emploi, ils sont leur emploi. Ils ne pourvoient pas seulement aux besoins de leur famille. Ils sont la provision elle-même. Toute leur estime de soi, tout leur ego est fusionné avec leur capacité à travailler, à se sacrifier et à endurer les épreuves. Pensez à un soldat qui est enfin rentré chez lui et a enlevé son uniforme. La guerre est finie. La maison est sûre et calme. Mais chaque nuit, il rêve encore des tranchées. Il arpente les couloirs, incapable de rester assis, car sans bataille à livrer, sans escouade à protéger, il ne sait plus qui il est en temps de paix. Quand nos parents prennent leur retraite, ou quand nous devenons financièrement indépendants, nous célébrons cela comme une étape joyeuse. Nous leur disons de voyager, de trouver un passe-temps, de vivre enfin pour eux-mêmes. Mais pour un esprit subissant la fusion identitaire, la perte de ce rôle de pourvoyeur déclenche une profonde crise existentielle. S'ils ne sont plus nécessaires pour résoudre nos problèmes, si les tranchées sont vides, quel est leur but? Sans la lutte, leur identité commence à se défaire. Cette panique silencieuse de perdre leur utilité se répercute directement sur la façon dont ils interagissent avec nous. Et c'est là que nous rencontrons la deuxième couche psychologique, le generational trauma, traumatisme générationnel. Parce que le monde qui les a façonnés était fondamentalement imprévisible et dangereux, leur subconscient a appris une équation très spécifique. La sécurité exige un contrôle absolu et la survie exige une obéissance stricte. Ils nous aiment avec ferveur. Mais cet amour est souvent enveloppé d'une étreinte serrée, parfois suffocante. Ils essaient de dicter nos choix de carrière, ils examinent nos relations et ils critiquent nos habitudes de dépenses. Nous le voyons comme une invasion de la vie privée. Mais dans leur subconscient traumatisé, s'écarter du chemin éprouvé et traditionnel n'est pas seulement une différence d'opinion. Cela ressemble à une menace littérale pour notre survie. Ils sont terrifiés à l'idée que si nous n'écoutons pas, nous tomberons dans la ruine même dont ils ont passé toute leur vie à sortir. Cette peur profondément enracinée est exactement la raison pour laquelle nous entendons ces phrases douloureuses et culpabilisantes lors des disputes familiales. « J'ai sacrifié toute ma jeunesse pour toi, et c'est comme ça que tu me rembourses ? Je me suis saigné aux 4 veines pour te donner cette vie, et tu ne respectes même pas mes conseils. » Quand ces mots nous frappent, ils piquent. Ils donnent l'impression d'une manipulation émotionnelle délibérée. Ils ressemblent à une arme conçue pour nous faire nous sentir petits. Mais si nous adoptons la lentille de la psychologie, nous devons traduire ces mots différemment. Ce n'est pas de la malice. C'est une supplique désespérée et terrifiée d'une génération qui ne sait pas exprimer sa vulnérabilité.
C'est le son brut et inarticulé de quelqu'un qui crie. S'il vous plaît, ne me laissez pas devenir inutile. S'il vous plaît, ne me dites pas que toute ma souffrance n'a servi à rien. S'il vous plaît, laissez-moi continuer à compter pour vous. Ils s'accrochent fermement au contrôle, non pas pour briser nos ailes, mais parce que c'est le seul langage qu'ils connaissent pour nous garder près d'eux. Et cela nous amène au paradoxe le plus déchirant de la génération des baby-boomers. Parce que toute leur identité était fusionnée avec le rôle de pourvoyeur, ils croyaient fondamentalement que la sécurité physique était l'expression ultime et indéniable de l'amour. Ils ont repensé à la rareté avec laquelle ils ont grandi, et ils ont fait un vœu silencieux. Mes enfants ne sauront jamais ce que c'est que d'avoir faim. Mes enfants auront un toit au-dessus de leur tête, que personne ne pourra jamais leur enlever. Alors, ils sont allés travailler. Ils ont travaillé des heures éreintantes. Ils ont économisé chaque centime. Ils ont versé toute leur force vitale dans le mélange du béton et la pose des briques de notre avenir. Mais voici la profonde tragédie de l'extrême sacrifice. Lorsque vous passez toute votre vie à construire une forteresse impénétrable pour protéger votre famille de la dureté du monde, vous épuisez souvent l'énergie même nécessaire pour allumer un feu dans le foyer. Ils nous ont construit d'immenses maisons solides, mais parce qu'ils étaient toujours en train de poser les briques, ou parce que leur esprit était si émotionnellement épuisé par le simple poids de la survie, ils n'ont jamais eu la chance d'apprendre à construire une intimité émotionnelle. Ils nous ont réussi à donner tout ce qu'ils n'avaient jamais eu. Mais ce faisant, ils ont perdu la capacité de nous donner la seule chose que notre système d'exploitation moderne désire réellement. Leur présence, leur empathie, leur volonté de simplement s'asseoir avec nous dans notre tristesse et d'écouter, sans essayer immédiatement de résoudre le problème. Nous sommes assis à l'intérieur de ces grandes maisons sûres qu'ils nous ont construites, nous sentant totalement seuls et inaudibles. Et ils se tiennent à l'extérieur, regardant le chef-d'œuvre pour lequel ils ont sacrifié leur jeunesse, complètement perplexes et désespérés, de comprendre pourquoi leurs enfants frissonnent à l'intérieur. C'est une tragédie mutuelle, née non pas d'un manque d'amour, mais d'une traduction terriblement mal alignée de ce à quoi l'amour est censé ressembler. Regardons-nous dans un miroir un instant. Nous, la jeune génération, nous nous sommes battus bec et ongles pour sortir de cette forteresse. Nous avons exigé l'autonomie, nous avons démantelé leurs règles strictes et revendiqué la liberté de tracer nos propres chemins. Mais posez-vous cette question. Pourquoi sommes-nous, la génération qui a le plus de liberté, le plus de choix et le plus de conscience de la santé mentale, également noyés dans une épidémie d'anxiété et de dépression? Nous avons obtenu la liberté que nous réclamions. Pourtant, nous nous retrouvons souvent à la dérive, désorientés et submergés par le poids des possibilités infinies. Et qu'en est-il d'eux? La génération des baby-boomers a appliqué la discipline et le contrôle parce qu'ils voulaient désespérément nous garder attachés à eux. Ils croyaient que des règles strictes garantiraient une famille unie. Mais plus ils serraient, plus vite nous nous éloignions. Maintenant, ils sont assis dans le calme de leurs dernières années, aux prises avec une solitude angoissante. Ils ont réussi à élever des enfants indépendants pour découvrir que leurs enfants n'ont plus besoin d'eux pour survivre. Quand on y regarde de près, on réalise qu'il n'y a pas de système d'exploitation parfait. Les deux générations souffrent. Nous suffoquons dans notre liberté illimitée et eux suffoquent dans leur contrôle rigide. La véritable tragédie du fossé générationnel n'est pas que nos valeurs soient différentes. La tragédie est que nous sommes tous deux profondément terrifiés. Mais nous sommes trop occupés à défendre notre propre douleur pour reconnaître la peur dans les yeux de l'autre. Alors, revenons à cette soirée tranquille. La télévision murmure toujours en arrière-plan. Votre père répare toujours cet objet bon marché et cassé. Votre mère est toujours assise à la table, fixant le silence. Rien n'a changé dans la pièce. Mais peut-être, la façon dont vous les regardez a-t-elle changé?
Vous ne voyez plus de l'entêtement ou un refus de changer. Vous voyez une vie de survie. Vous voyez l'armure lourde et invisible qu'ils ont dû porter pendant des décennies pour vous protéger. Une armure qui est maintenant rouillée et les emprisonne à l'intérieur. Nous ne pouvons pas réécrire le code de leur système d'exploitation psychologique. Nous ne devrions pas non plus avoir à sacrifier nos propres limites émotionnelles juste pour apaiser leur peur. Mais peut-être, comprendre leurs cicatrices est le tout premier pas vers la guérison des nôtres. La prochaine fois que vous vous assiérez à cette table et que ce silence familier et frustrant remplira la pièce, demandez-vous: de quoi ont-ils vraiment peur de perdre en ce moment? Et qu'en est-il de votre propre famille? Quelle peur non dite résonne dans vos couloirs? Partagez votre histoire avec nous dans les commentaires ci-dessous. Parce que parfois, la guérison la plus profonde commence simplement en réalisant que nous ne sommes pas seuls dans le silence.